Bonjour et bienvenue à Coram Deo, l'émission qui porte un regard chrétien sur le monde. Mon nom est Pascal Deneau. Ça me fait grand plaisir de vous accueillir pour ce nouvel épisode en compagnie, tel qu'annoncé la semaine dernière, de mes deux mêmes invités, Matt Giralt et Raph Charrier. J'ai essayé de combiner comme les assonances des deux prénoms, là, Matt Giralf. Alors les gars, vous voyez, j'ai fait... En m'habillant ce matin, j'ai voulu vous faire plaisir. J'ai sorti mon t-shirt Memento Mori. Il te sied à merveille. Merci. Il commence à être un peu défraîchi. Il faudrait que vous m'en envoyiez un autre. Ça fait quand même quelques années que je l'ai. Mais est-ce que vous les avez toujours? Avez-vous toujours une boutique avec des t-shirts, des casquettes et des trucs comme ça? Ouais, tout à fait. C'est sur le site toutpoursagloire.com. Il y a le shop en bas du site. Le shop. Ouais. Cool. Est-ce que le podcast, qu'est-ce qui arrive? Parce que là, on est un peu d'avance, là, mais Raph, tu m'avais dit la dernière fois que avec le départ de Matt et puis vos agendas, ça serait peut-être difficile cet automne ou en hiver là, de maintenir le cap. Là, en octobre 2024, au moment où sort cet épisode, c'est drôle à dire, on est en juin au moment de l'enregistrer, là. Mais qu'est-ce qu'il y en est là, de Memento Mori? On est là pour le moment, parce que nous, on l'a pas encore annoncé sur la chaîne, mais comme ça sort en octobre, on le sortira. ça sera, je pense, d'ici là, on aura annoncé plusieurs trucs. Mais en fait, on va... Là, au moment où ça sort, je ne peux pas t'en dire plus parce que dans le temps, là, probablement qu'on s'est déjà vu avec Matt et qu'on a bossé sur la suite et qu'on a décidé des trucs, mais je ne sais pas encore ce qu'on a décidé. Ouais. N'étant pas prophète, je ne peux pas t'en dire plus. Ton moi futur voilà. n'est pas quoi. Voilà, c'est ça. Bien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des trucs en réserve, on en a grave sous le pied, donc ouais. on a envie encore de plein de choses. Ouais. Ben merci en tout cas du temps que vous prenez dans vos agendas bien chargés, nul doute, pour venir parler aujourd'hui de la masculinité. C'est un sujet que, en plus de la résistance culturelle que vous avez beaucoup discuté à Memento Mori et dans vos travaux respectifs, vous avez un peu une convergence entre ce thème-là et celui de la résistance lors de votre camp Frères d'Armes. Pourquoi est-ce que vous vous êtes intéressé à la question de la virilité? Quand j'avais envoyé la première question, en fait, Raph, tu me repris en disant j'aimerais mieux qu'on parle de masculinité. Alors, pourquoi vous êtes intéressé à la question et pourquoi parler de masculinité plutôt que de virilité? Alors, c'est Matt qui t'avait parlé de ça. Alors, je vais d'abord sur le pourquoi on a parlé de ça. Je suis incapable de te dire, mais je pense que c'est un sujet qui nous a tous les deux intéressés depuis longtemps. On avait déjà fait un premier épisode au tout début de Memento Mori sur la question de la masculinité et qui nous a de plus en plus intéressés parce que réfléchissant beaucoup à la culture, on voit que la question de la féminité et de la masculinité sont des sujets qui sont énormément l'objet de grands débats aujourd'hui, avec des redéfinitions, avec des critiques, et on sent que notre culture est un petit peu troublée et perdue là-dessus. Et on constate aussi que dans l'Église, c'est un sujet qui pénètre de plus en plus l'Église et on voit qu'on a beaucoup d'hommes qui ont du mal à prendre leur place, qui ont du mal à s'engager, à assumer leurs différentes vocations. Et on croit que la bonne santé de l'Église, la bonne santé des familles passe par la bonne santé des hommes, pas que par cela, mais que c'est un des éléments essentiels pour l'Église, pour la famille et le rôle des hommes aussi dans la société. On parle beaucoup aujourd'hui avec tous les mouvements qu'il y a pu avoir ces dernières années, avec MeToo, avec Balance ton porc, etc. On parle beaucoup de masculinité toxique et on voit qu'il y a beaucoup de comportements qui ne vont pas.
dans la société de l'homme. Et aussi, on voit qu'il y a, en même temps, on jette le bébé avec l'eau du bain. Et donc, c'est ça qui nous a amené à réfléchir beaucoup sur la question de la masculinité. Mathieu, et je te passe la balle pour la question de pourquoi est-ce qu'on parle plutôt, nous, de masculinité plutôt que de virilité, peut-être. Mais quelle passe, on dirait Roger Federer, c'est magnifique. Non, on dirait... Wayne Gretzky. Ah ouais, voilà, je savais que t'allais grossir la balle. Federer, il fait pas des passes, tu fais pas des passes à ton adversaire en disant tiens, je te fais une passe. Tu lui tires tu lui tires des grosses patates pour essayer de l'éliminer. Ça montre que mon niveau de tennis est aussi élevé que mon niveau de foot. Et aussi élevé que ton niveau de foot. C'est ça. En fait, jusqu'à il y a pas longtemps, on faisait pas de distinction entre la question de la virilité et de la masculinité, et l'un était plutôt synonyme de l'autre. Depuis quelques années, depuis ce qu'on a en sociologie, l'émergence des masculinity studies, dans les social studies, il y a toujours machin study. Donc tu étudies un sujet, tu étudies le monde au travers du prisme d'un sujet. Et donc à partir de ce moment-là, il y a eu une remise en cause ou en tout cas un questionnement sur les termes employés. Je ne vais pas trop aller dans les détails, mais maintenant, de manière un peu plus simple, la virilité peut être associée à les deux ont trait au caractère de l'homme. Les deux ont trait à la définition de ce qu'est un homme. Après, maintenant, on peut axer la question de la virilité sur quelque chose que l'homme possède, alors que la masculinité est plutôt sur la question de l'identité. Et donc, on associe certains traits à la virilité comme le courage, la force, etc. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est après ce virage et ce divorce qui a été fait dans les études en sociologie, on a justement voulu divorcer la question de la virilité et de la masculinité en disant mais finalement, les femmes peuvent être aussi viriles. Le courage et la force n'est pas l'apanage des hommes. Ce sont des vertus que l'on peut aussi bien retrouver chez les femmes. Et donc il y a aussi cette question que nous on pose dans notre réflexion, est-ce qu'il y a des vertus qui sont purement masculines, ou est-ce qu'il y a des vertus qui sont spécifiquement masculines? Et en plus, alors peut-être c'est un angle d'apologétique culturelle, quand on parle de virilité, c'est associé assez vite au virilisme. Et le virilisme, c'est associé à la masculinité qu'on appelle la masculinité toxique. Et donc, en se plaçant juste sur le terrain de la masculinité, on a quelque chose de beaucoup plus large et qui est moins teinté si on l'y associe pas directement toxique, parce que dans la bouche de certains, on peut pas dire masculinité sans dire toxique derrière, comme si aucune masculinité ne pouvait être saine. Mais en parlant de masculinité, on veut aussi, réfléchir de manière beaucoup plus large. Qu'est-ce qu'un homme? De la même manière que si on parlait de la féminité, on demanderait qu'est-ce qu'une femme? J'écoutais, faut choisir bien nos termes aujourd'hui. J'écoutais une de vos compatriotes, là, une Française dont j'oublie le nom, mais elle a publié récemment, elle est co-auteure d'un livre qui s'attaque au transgenrisme, mais d'un point de vue féministe. Là, elle était une féministe radicale, féminine. Stern. Ouais, c'est ça, Stern. Marguerite. Puis, non, c'est elle qui s'appelle Marguerite. Il y a Mouot et Stern. Ben Stern, c'est ça, c'est son nom de famille. Là. Marguerite Stern, ouais, c'est ça. Ouais. Marguerite Stern. Et elle a lancé sa chaîne YouTube et elles l'ont appelée femmeliste parce qu'elle ne s'identifie plus au féminisme qui veut plus rien dire. Donc, la féminité, être femme, les hommes peuvent l'assumer. Mais donc, le femmellisme, c'est quels sont les traits, les caractéristiques qui sont exclusifs, non pas qu'est-ce qui peut s'apparenter au genre, qui maintenant est détaché du sexe et qui est vu comme une construction sociale, mais qu'est-ce qui vient clairement de la nature et de la biologie et de l'identité femelle distincte de l'homme.
Bon, masculinité, il faudrait appeler, si on voudrait aller dans le même sens, il faudrait parler de mâlisme. Mais en fait, bon, tout ça pour dire que c'est compliqué aujourd'hui de parler de l'homme, de la femme, du genre, parce que c'est un peu interchangeable. Il reste toujours que l'Église est un petit peu un des derniers bastions qui résistent là, à ces théories du genre. C'est pas qu'il n'y a pas de résistance ailleurs, en dehors du monde chrétien, mais en tant qu'institution, de façon plus cohérente, l'ensemble des institutions politiques, médicales, le monde de l'éducation, de plus en plus, là, s'aplaventrissent face à ces nouvelles prétentions du genre aujourd'hui. Alors, quels sont, dans toute cette cacophonie qui existe, que ce soit dans le monde chrétien ou dans le monde, dans la société en général, les différentes conceptions de la masculinité qu'on retrouve? Finalement, c'est quoi un homme au dire du monde aujourd'hui? Alors, c'est très intéressant ce que tu dis. On voit aujourd'hui qu'en fait, effectivement, il y a plusieurs conceptions de la masculinité. D'ailleurs, dans les studies, on parle des masculinités, quand on va parler des féminités. C'est le truc aujourd'hui, tu mets tout au pluriel, ça paraît disruptif, ça paraît... voilà, tu ne parles pas de la sexualité, mais tu parles des sexualités. Bref. Parce qu'il n'y a pas qu'une seule manière d'être un homme, Raph. Ouais. Ok. Tu mériterais un taquet si tu étais à côté de moi, mais je peux pas. En fait, nous, si tu veux, ce qu'on constate d'une manière, et effectivement, en fait, quand tu te reposes pas sur nous, pourquoi on résiste, l'Église, c'est parce qu'on se repose sur un socle pour nous qui est la parole de Dieu, qui est celle qui définit, qui nous définit, ce qui nous sommes. On se comprend à travers la parole de Dieu. Et quand tu enlèves cela et que tu dis que en fait c'est juste une construction culturelle qui prime notamment sur les aspects biologiques, construction culturelle et psychologique, et ben en fait tu as autant de masculinité possible que tu as de personnes qui peuvent la définir. Donc on pourrait dire qu'il y a une infinité de masculinité possibles liées à la déconstruction de la compréhension classique de la masculinité. Mais on trouve deux courants principaux qu'on voit qui semblent assez dominants et en fait qui se nourrissent mutuellement, comme deux bêtes qui se détestent. Plus ils se combattent, plus ils se renforcent. Il me semble, il y a d'un côté tout ce qui est lié avec le courant, avec l'influence du wokisme, du féminisme, etc., qui est la masculinité déconstruite, donc qui rejette, qui voit la masculinité comprise comme classique, comme étant toxique. Et donc, en fait, l'homme déconstruit et l'homme woke qui se déteste lui-même, qui doit voir tout son rapport aux femmes comme étant un rapport qui avant était caractérisé par la domination et qui maintenant doit finalement faire repentance dans tout et inventer une nouvelle masculinité qui en fait est une forme de féminité, on peut le dire comme ça. Et de l'autre côté, ça nourrit un mouvement ce qu'on appelle le masculinisme, qui est une forme de machisme, hein, mais des hommes qui veulent renforcer d'autant plus pour eux ce qu'est un homme, en renforçant peut-être ce qui est un petit peu caricatural, avec une forme de détestation justement de la modernité et de vouloir revenir à une masculinité d'antan, mais qui est un petit peu fantasmée, stéréotypée. Et très avec l'homme qui est fort, l'homme qui est compétitif, l'homme qui est musclé, qui est tatoué, qui est le pendant des tradwives là. Et exactement. Et en fait les deux en fait se battent l'un contre l'autre et en fait les masculinistes disent regardez ce que la modernité fait. Et les tenants de la déconstruction de la modernité disent regardez ces masculinistes qui nous disent il faut qu'on accélère la déconstruction parce qu'eux ne sont pas encore convertis. Et en fait, ils se nourrissent mutuellement. Et nous, on voit que les hommes chrétiens sont un petit peu en face de ces deux scripts de la masculinité que leur propose la société et sont un petit peu perdus
Parce qu'on l'a vu nous-mêmes avec le camp Frères d'Armes, tu vois, quand on a, nous qui voulons promouvoir une masculinité biblique, donc Christ est l'archétype ultime pour nous de ce que c'est qu'être un homme, et qu'on a fait la promotion de ça en disant qu'on allait faire des choses d'hommes dans le camp et qu'on allait faire, tu vois, des choses que les hommes aiment souvent. Alors, on a fait du quad, on a fait du lancer de hache, des trucs comme ça. Bah, tout de suite, on a eu des chrétiens qui nous disent « Oh là là, mais est-ce que c'est pas un truc masculiniste? Est-ce que vous n'êtes pas en train de renforcer des stéréotypes? Est-ce qu'il y a des hommes qui risquent pas de se retrouver mal à l'aise dans leur masculinité ?» Et en fait, on voit que tout le monde est un petit peu perdu et a peur d'être taxé d'un bord ou de l'autre selon comme il se situe, quoi. Mhm. Non, il faut offrir aussi des ateliers de tricot dans vos retraites. Exactement, c'est ce qu'on a dit. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tu veux qu'on fasse des ateliers voilà, de tricot, de do it yourself, de décoration intérieure. Ben, de moi, la j'ai maison. fait un peu de tricot pendant une période de ma vie quand j'étais ado. J'ai beaucoup aimé. C'était une bonne façon C'était un beau petit passe-temps. Mais quand t'es ado, tu te cherches. Ton identité, elle n'est pas encore construite, c'est pour ça. C'est ça. J'essaie de me tricoter une identité. Mais alors, on voit un peu les deux extrêmes et on est dans un monde polarisé. Mais Matt, comment tu définirais la masculinité selon Jésus? Excellent. Je pense qu'il y a deux choses principales. Il y a la notion de ce qu'est un homme au niveau biologique, sur lequel il faut revenir, enfin sur lequel ce qui nous sert de point de départ plutôt. Et ensuite, ça veut dire quoi d'agir en homme. Et donc, nous, on part de la création et on se demande, dans un monde créé par Dieu, Dieu a créé l'homme et il a créé la femme. Comment il les a créés? Et ensuite, quelle place il leur a donné? Et donc, c'est pas juste qui est Jésus, l'homme par excellence, et pourquoi et comment on devrait lui ressembler. Mais c'est à la base comment Dieu a créé l'homme, comment il a créé la femme, qu'est-ce qu'il leur demande de manière spécifique. Et nous, je spoil un peu, mais au camp Frères d'Armes, le premier briefing qu'on a fait, là, c'était un peu un temps d'enseignement, c'était qu'est-ce qu'un homme? Et on a repris la Genèse et on a dit quelque chose. On a dit un homme, c'est pas Dieu, c'est une créature. Il a été créé par Dieu et pour Dieu. Un homme, c'est pas un chien, c'est pas un animal. Il a été créé pour dominer la création, créé à l'image de Dieu pour dominer la création. Un homme, c'est pas une femme. Il a été créé pour être son vis-à-vis. Et après, on va développer ça, bien sûr. Et un homme, c'est pas un enfant. Il a atteint la maturité. C'est pas un garçon. C'est pas un garçon, ouais, pardon. C'est pas un garçon, il a atteint la maturité. Donc, il y a peut-être les deux derniers points qui nous semblent importants, et peut-être les plus importants dans cette discussion, c'est un homme, c'est pas une femme, et un homme, c'est pas un garçon. Parce que c'est normal, en fait, de construire la masculinité en regard de la féminité. On construit pas contre, et je pense que c'est là où nos amis féministes ont raison. C'est qu'on va pas définir un homme contre une femme et une femme contre un homme. Mais nous, ce qu'on dit, c'est qu'on peut pas les construire sans les mettre en vis-à-vis l'un avec l'autre. Parce que Dieu nous a créés hommes et femmes, tous deux à son image, de manière distinguée, avec des vocations différentes. Et donc, se demander ce qu'est un homme, c'est aussi se demander ce qu'est une femme et pourquoi leur identité, leur rôle, leur vocation ne sont pas interchangeables. Et donc, un homme, c'est aussi quelqu'un que Dieu a créé avec des vocations particulières. Sa vocation de père, qui n'est pas la même vocation que mère, même si ils ont une vocation commune d'être les parents, mais dans les parents, il y a un père, il y a une mère, et les deux ont des vocations différentes qui dépendent des rôles que Dieu leur a attribués. Et aussi, un homme n'est pas un enfant, un homme n'est pas un garçon, il a atteint la maturité. Ça, on oublie souvent, et on a soit une approche, tu vois, on n'a pas l'approche justement du télos, du disciple,
dans la question de la définition de la masculinité. Et nous, on l'a vraiment, on a vraiment insisté là-dessus dans le camp Frères d'Armes. Et notamment, tu vois, c'est quoi un homme dans son foyer, parce qu'après, nous, on développe c'est quoi un homme dans sa famille, c'est quoi un homme dans l'église, c'est quoi un homme dans la société, qu'est-ce que Dieu nous appelle à être et à faire dans ces 3 domaines de vocation. Et on voit que bien souvent, malheureusement, c'est aussi une des choses, Raph et moi, on est pasteurs et donc on est au contact aussi de frères et de sœurs. Et bien souvent, on voit qu'il y a un manque de maturité. Alors déjà dans notre propre vie, n'est-ce pas? Mais aussi dans la vie de nos frères et sœurs. Et souvent, on doit revoir ensemble ce qu'est un homme, et en particulier dans le foyer. Et la question principale, c'est la question de la maturité. Mhm. Est-ce que, Raph, il y a quoi que ce soit que tu veux rajouter sur cette description Ouais, non, c'est parfait. Mais la question de la maturité, pour nous, effectivement, on insiste beaucoup là-dessus, que l'homme, c'est pas juste un corps d'homme. Bien sûr, Dieu a différencié l'homme et la femme en leur donnant des corps différents et des rôles différents, et les corps qui correspondent au rôle qu'il leur a donné. Mais beaucoup d'hommes adultes pensent qu'il suffit d'être un garçon pour être un homme, et en fait se comportent à l'âge adulte comme étant des garçons, et en fait comme étant immatures. Et en fait se comportent comme des enfants qui tapent du pied quand ils n'ont pas ce qu'ils veulent, qui pensent que leur épouse, en fait, c'est leur maman qui doit s'occuper d'eux, qui ne prennent pas le leadership dans leur foyer, qui ne s'engagent pas dans l'église, qui ne donnent pas un bon modèle autour d'eux, et qui vivent juste pour des loisirs ou pour eux-mêmes, ou pour poursuivre des objectifs qui sont ceux du monde, et soutenus par les scripts du monde et pas par le script biblique. Et c'est là qu'on en vient avec la question de la maturité, justement à l'image de Christ, qui est l'homme parfait. Le Fils de Dieu a pris un corps d'homme masculin, et en devenant homme, Jésus est devenu pour nous le nouvel Adam, mais l'Adam mature, l'Adam qui a appris toutes les choses parce qu'il a souffert, et l'homme qui est arrivé vraiment à la stature de la maturité parfaite. Et c'est en cherchant à ressembler à Christ que nous-mêmes, on apprend à devenir de meilleurs hommes, et qu'on a besoin de lui, parce que nous avons besoin d'être rachetés aussi. En fait, nous sommes rachetés dans tout ce que nous sommes, et nous sommes rachetés aussi dans notre masculinité. Et en fait, en poursuivant Christ, en poursuivant le chemin du disciple, justement, en tant qu'homme, nous apprenons de plus en plus à ressembler à Christ, et donc à devenir de meilleurs hommes. Mm-hmm. Et peut-être aussi, je me permets, si on insiste autant sur la famille, tu vois, c'est que pour nous, la famille, c'est le plus petit des microcosmes. C'est la construction humaine. Quand je dis humaine, c'est parce qu'elle est composée d'êtres humains, hein, c'est Dieu qui l'a créée, mais je veux dire, c'est la dynamique humaine. C'est la cellule du corps, la brique de la maison. C'est la brique de la société. Donc non seulement quand la brique de base est corrompue, c'est tout l'édifice qui s'effondre, mais aussi c'est dans la famille qu'on voit en premier, et peut-être de manière la plus forte, ce à quoi le monde devrait ressembler. Et être un bon mari et un bon père, ça montre à la fois ce que Dieu a placé à côté de nous, notre épouse et nos enfants, mais aussi à ce que Dieu a placé à côté de nous, tu vois, nos voisins, notre prochain. C'est leur montrer à quoi le monde devrait ressembler. Et c'est en ça que ça rejoint la résistance culturelle aussi. Exactement. Et dans ce cadre-là, il y a certaines notions comme la notion de l'autorité qui est au cœur de la masculinité, dans les vocations que Dieu nous donne, où en fait on montre ce à quoi le monde devrait ressembler. On est en train de montrer les normes de Dieu pour le monde et pour l'être humain, en ayant un modèle de leadership sain, c'est-à-dire un modèle de leadership
qui se calque sur le Christ, qui s'est donné, qui s'est sacrifié par amour pour les autres. Et je crois que c'est ça en particulier, c'est la question de l'autorité masculine qui manifeste le plus c'est quoi un homme, et je dirais même qu'il le manifeste dans la société, et même si on n'est pas marié, et même si on n'a pas des enfants. Aujourd'hui, un homme chrétien qui n'est pas marié, qui n'a pas des enfants, mais qui vit dans le monde selon ce à quoi Dieu l'appelle, c'est-à-dire un leadership sacrificiel, il est en train de montrer au monde ce à quoi tout homme devrait ressembler et comment le monde devrait bien fonctionner. Et ça, c'est tout l'inverse justement de la masculinité toxique. On est vraiment un homme quand on est prêt à se sacrifier pour le bien des autres. Et ça, c'est l'inverse de la couardise, c'est l'inverse de ce que font les enfants, c'est-à-dire je veux obtenir à tout prix ce dont j'ai envie, et si je l'ai pas, je fais une crise. Là, on est en train de dire non, on veut se sacrifier pour le bien des autres. Et ça, quelque part, il y a aussi une dimension dans notre apologétique où, tu vois, je me rappelle une fois, j'étais en covoiturage et puis derrière, il y avait une fille qui était dans l'art. Moi, j'ai fait l'école des Beaux-Arts à Bordeaux, et je connais bien ce type de personnage, entre guillemets, et c'était vraiment un archétype de la féministe énervée, je vais dire. Et puis, un peu pour nous provoquer, au bout d'un moment dans le voyage, il y a Alexandra, mon épouse, qui était à côté. Et puis, elle lance comme ça, de but en blanc. Du coup, t'es soumise. Et non, c'est même pas ça. C'est qu'elle m'a demandé à moi, du coup, ta femme, elle est soumise, alors qu'elle était à côté. Et bon, en plus, quand tu regardes ma femme, c'est pas vraiment le petit foulard rafleur, etc. Et je lui dis, bah, demande-lui. Et puis Alexandra a dit, bah oui, je suis soumise. Et du coup, j'ai dit, mais est-ce que tu veux qu'on t'explique pourquoi, en fait? Est-ce que tu veux qu'on t'explique la vision biblique du mariage? Et puis, voilà, j'ai dit, si c'est vraiment une question sincère, permets-moi de prendre 5 minutes pour t'expliquer. J'ai expliqué, et à la fin, les 3 personnes qui étaient derrière, elles étaient là, mais ça donne envie, en fait. Ça donne envie. Oui. C'est ce qu'on voudrait tous vivre. Et nous, on est persuadés que c'est en vivant comme Dieu nous demande de vivre, à la fois qu'on va résister à la pression du monde, cette notion de résistance culturelle, mais aussi que on va montrer à voir, c'est-à-dire qu'on va défendre la vérité en témoignant, on va montrer à voir ce que devrait être un homme. Et ça, c'est de l'apologétique. Merci pour ces descriptions théoriques qui nous montrent à partir des Écritures ce que l'homme n'est pas, ce qu'il est, le modèle parfait qui s'est incarné pour nous, l'homme parfait qui a vécu, qui est venu donner sa vie pour sa bien-aimée et qu'on est appelé à imiter. Et c'est bien que vous mettiez le doigt, en fait, sur ce que je pense est un peu le point de rupture avec le monde, en tout cas, quand on parle d'autorité, l'autorité de l'homme, du mari, du père, quand on parle de la soumission de la femme ou des enfants par rapport à cette autorité, c'est souvent là que les gens n'écoutent plus. Et malheureusement, quand on explique bien les choses, malheureusement qu'ils n'écoutent plus parce que quand ils écoutent, ils voient que c'est pas une tyrannie, c'est pas l'homme macho, le petit roitelet qui veut se faire servir. En fait, c'est comme si quand on détache le rôle de l'homme comme le côté bienveillant, le côté qu'il doit servir la femme, de l'aspect d'autorité, on retrouve en fait ces 2 caricatures de l'homme que vous avez mentionnées au départ. Exactement. L'homme tyrannique, l'homme un peu macho, l'homme qui veut s'imposer, qui est une espèce de caricature sur les stéroïdes de ce que c'est qu'un homme, mais qui est juste une virilité boostée, mais qui n'a pas ce côté finalement qui demande beaucoup plus de force de caractère pour être
cet homme qui ressemble à Christ, qui est capable de mourir à lui-même, qui n'est pas dans l'enfantillage, qui est capable d'accepter que ses désirs ne soient pas satisfaits parce qu'il est une autorité, mais pour servir. Il est un leader qui se sacrifie. Et quand on détache ces deux aspects-là, ben c'est là que ça devient... ceux qui veulent mettre l'emphase sur l'homme bienveillant, mais sans le caractère d'autorité, ça devient un homme-femme, finalement, un homme qui a plus... qui est toujours en train de se repentir d'être un homme, qui n'assume pas le leadership que Dieu lui donne, ou inversement, s'il n'est pas calibré par le modèle de service, son autorité, elle est suramplifiée ou n'est pas en tout cas utilisée ou incarnée de la bonne façon. Alors, il y a comme une sorte d'équilibre qu'on retrouve finalement dans le modèle biblique qui vient montrer comment réconcilier ces extrêmes-là qui n'arrivent pas à avoir le bon modèle. Est-ce que vous pensez que finalement c'est un peu comme cette rupture de ces deux volets-là, de l'homme qui est à la fois une autorité mais pour servir, qui est un peu à la base de cette confusion et que parce qu'on n'a pas le modèle de cet homme parfait, parce qu'on regarde au Napoléon ou Alexandre le Grand ou à d'autres hommes, d'autres discours, mais que quand on prend Christ, l'homme par excellence, tout fait du sens finalement. Il y a effectivement, je pense que la distorsion dans la compréhension de la masculinité, elle remonte à la chute. Dès la chute, l'homme n'agit plus comme il devrait agir. Donc ça, il y a ça, et c'est vrai que dans une société post-chrétienne où il n'y a plus où on n'a plus de socle pour comprendre ce qu'est être un homme. Effectivement, on va créer plusieurs scripts, et ça, nous, on a fait une série d'études, enfin de podcasts avec un livre de Nancy Pearcey, Toxic War on Masculinity, où elle fait une approche un petit peu historique sur comment en fait qu'est-ce qui s'est passé pour que ce que la Bible réunissait entre d'un côté l'autorité et la force, et de l'autre côté l'amour, le respect, le service sacrificiel, qui forment un seul tout dans la Bible, incarné par Christ, où, pour le dire clairement, le seul usage légitime de l'autorité et de la force chez l'homme est pour servir pour le bien de ceux qui sont sous son autorité, de les servir eux à l'image de Christ. Eh bien, en fait, le monde a séparé en deux, avec d'un côté l'autorité et la force, mais au service de soi, de façon égoïste, et donc qui impose une forme de tyrannie, notamment sur ceux qui sont plus faibles, femmes et enfants. Et on voit dans la société combien de femmes et d'enfants sont victimes d'hommes qui sont égoïstes, pervers et adultères, etc., qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Et de l'autre côté, avec cette idée qu'on peut être un homme et que pour être bon au service des autres, pour aimer les autres, il faut renier toute forme d'autorité ou de force. Et ça, c'est vraiment le script du monde. Et je pense qu'avec une société post-chrétienne où il n'y a plus l'image, où il n'y a plus le récit biblique de ce qu'est un homme qui peut venir contrecarrer les récits du monde, eh bien en fait on n'a pas de socle solide, et on est obligé quelque part d'embraser vraiment toute la question de la déconstruction. On se dit mais en fait la masculinité telle qu'elle est comprise, c'est simplement une construction culturelle, et vu que ça a été une construction culturelle et qui est une construction donc humaine, eh ben elle peut se déconstruire et se reconstruire différemment. Mais pourquoi cette nouvelle construction serait plus légitime qu'une autre? Et donc tu redéconstruis, tu reconstruis, et finalement tu n'as que des cendres qui sont là, et on en arrive à cette fluidité non définie de ce que c'est qu'être un homme ou une femme, quoi. J'irai plus loin, mais là, on approche de la fin parce que Matt doit quitter pour
son prochain engagement. Mais peut-être juste en terminant, est-ce que parce que vous avez décrit finalement que c'est pas tant des vertus ou des traits de caractère qui distinguent l'homme de la femme, peut-être davantage le rôle, puisque le courage ou la force, la femme est appelée aussi d'une autre façon à les incarner, mais peut-être pas en jouant le même rôle. Est-ce que vous diriez que ce que l'Écriture appelle la soumission de la femme ou l'autorité de l'homme, c'est justement d'assumer pleinement ce rôle, un rôle qui vise davantage à diriger, mais dans une façon pour servir? Comment est-ce que finalement t'as fait envie à tes passagers, Matt, qui écoutaient ta description de c'est quoi une femme soumise et un homme qui assume l'autorité que Dieu lui a donnée? Ouais, je reviendrai sur cette question de vertu parce que nous, au contraire, on pense qu'il y a des vertus particulièrement masculines et que c'est en cultivant ces vertus qu'on va se rapprocher de ce que Dieu nous demande. Mais pour moi, j'ai donné envie à cette femme, non seulement en déconstruisant la notion de soumission qu'elle avait, parce qu'elle l'associait, comme le font beaucoup de nos contemporains, la soumission à plutôt la servilité, et servitude. en lui disant que la soumission dans la Bible, elle est toujours personnelle et toujours volontaire. C'est pas moi qui vais soumettre quelqu'un, c'est quelqu'un qui se soumet à moi, et qu'il y a aussi les différences. Et ça, Jonathan Leeman, je trouve dans son nouveau livre sur l'autorité qui est en train d'être traduit, je trouve qu'il fait aussi un super boulot en différenciant les différents types d'autorité, autorité de commandement, autorité de conseil. Et l'autorité du mari, c'est une autorité de conseil, par exemple. Donc, il n'y a aucune coercition, il n'y a aucune menace, il n'y a aucune question de force. On ne peut pas obliger l'autre à nous suivre, à suivre notre leadership. Et donc, ça écarte toute question d'abus. En tout cas, ça, dans ce que Dieu nous demande, dire un vrai leadership masculin dans le couple, et un leadership qui ne se manifeste jamais par la force, par le chantage, par les caprices ou par la violence ou l'abus de quelque forme que ce soit. Au contraire, et c'est ça qui a donné envie d'en entendre plus à mes passagers, au contraire, le leadership se caractérise par le service. Et donc c'est en retrouvant cette qualité du leader serviteur, du roi serviteur de Christ, en fait, qu'on peut donner envie aux autres d'en connaître plus sur la masculinité biblique. Ou Raph, je te laisse peut-être sur les vertus. J'ai déjà beaucoup parlé. Ouais, alors effectivement sur les vertus, alors on fait le parallèle, nous, on pense effectivement, étant les deux créés à l'image de Dieu, on partage la même essence et on doit être tous les imitateurs de Dieu et donc être capable de développer, et on est appelé à développer le même fruit de l'esprit et à développer les mêmes vertus. Donc là-dessus, il nous semble que c'est clair que l'homme et la femme partagent ces choses-là, mais qu'il y a comme on fait le parallèle, alors je l'ai vu nulle part, hein, ça c'est moi qui m'avance, ça n'engage que moi, mais il y a dans les Écritures une doctrine qui n'est pas très connue, qui est la doctrine des appropriations trinitaires. On dit dans les Écritures que les trois personnes de la Trinité partagent les mêmes qualités, elles ont la même ontologie, mais on remarque que les auteurs bibliques, donc pour être clair, les trois personnes de Dieu sont pleinement Dieu et partagent l'ensemble des qualités de Dieu. Mais les auteurs bibliques attribuent souvent à une des personnes de la Trinité, de manière privilégiée, une qualité qui est commune aux trois personnes. Et ça, on le retrouve dans les Écritures, et on appelle ça donc la doctrine des appropriations trinitaires. Et donc, chacune des personnes de la Trinité, ce qu'il y a derrière, va nous révéler
un peu plus, alors que les 3 personnes de la Trinité partagent les mêmes qualités, va un petit peu plus nous révéler les choses. Et on le voit, il y a par exemple une des salutations de Paul, je l'ai là sous les yeux, de 2 Corinthiens 13, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Voilà. Et il y a plein de versets comme ça où on peut voir que certaines qualités sont associées à l'une ou l'autre personne de la Trinité et qu'elles reviennent comme ça de façon un petit peu redondante et que les auteurs bibliques apprécient ça. Eh bien, pour nous, il y a l'idée derrière que dans les Écritures, il y a aussi certaines vertus qui sont plus rapprochées de l'homme ou de la femme. Et notamment chez l'homme, nous, on en a 4 qu'on a sélectionnés et qu'on met en avant et qui pour nous sont essentiels pour que l'homme soit capable de bien remplir ses vocations et son rôle. Ce sont pour nous l'amour, l'humilité, le courage et l'intégrité. L'amour comme fondement finalement de toutes les vertus, de tout ce qui doit nous motiver. On a une autorité qui doit être là pour exercer l'amour sacrificiel. L'humilité pour refléter l'attitude humble de l'homme devant Dieu et devant les autres. On est là pour servir les autres et on doit s'oublier nous-mêmes pour le bien des autres. Le courage comme étant la manière d'agir de l'homme, de quelqu'un qui, par confiance en Dieu et par amour pour les autres, va être prêt à affronter le danger, l'injustice, la peur et à assumer ses responsabilités, même si ça lui coûte. Et l'intégrité, pour l'importance de la cohérence de l'homme, où l'homme doit être intègre dans sa façon d'assumer ses responsabilités, face justement au mensonge, à la corruptibilité, à toutes ces choses-là, où il doit être complètement dévoué à son prochain, à son service, à ses responsabilités qu'il a devant l'autre. Et un homme qui n'est pas humble, qui n'est pas intègre, qui n'est pas courageux, qui n'est pas aimant, ne peut pas devenir un homme mature. Et c'est dans ce sens-là où on pense qu'il y a des vertus qui doivent être particulièrement développées chez l'homme, sans pour dire que les vertus d'autres vertus qui pourraient être, je ne sais pas, la bienveillance, la douceur, le respect, etc., qui sont aussi essentielles, ne doivent pas être poursuivies. Mais il nous semble que celles-là sont un peu des vertus cathédrales. En tout cas, on aime les rassembler ensemble parce qu'elles nous dressent pour nous. Pour nous, elles dressent le portrait d'un homme mature. Voilà. Bien, merci beaucoup. C'est utile, ça clarifie parce que parfois, une fois qu'on a dit que l'homme et la femme sont distincts et qu'ils se complètent, qu'ils ont des rôles différents, concrètement, en quoi leur complémentarité, leur distinction, est-ce qu'elle se manifeste là, en plus des évidences biologiques? Mais merci de mettre de l'avant ces vertus qui sont ce qui caractérise en particulier l'homme mature qui doit ressembler à Christ. Alors, on va s'arrêter ici. J'aimerais, en terminant, vous proposer ce livre qui est recommandé par Publication Chrétienne pour aller avec l'émission d'aujourd'hui. Un petit livre de Kevin DeYoung intitulé « Les hommes et les femmes dans l'Église ». Alors, si le sujet qu'on a abordé vous intéresse et que vous voulez aller un peu plus loin dans la réflexion, Kevin DeYoung, un auteur bien apprécié du monde évangélique, vous propose ce livre de 179 pages qui traite du complémentarisme. $179. Un peu coûteux, non, je pense qu'il est une vingtaine de dollars. Je ne sais pas en euros. Mais cliquez sur le lien où il y a une version e-book également, un peu moins coûteuse. Ça traite à la fois du rôle de l'homme et de la femme dans la sphère domestique, mais aussi en particulier dans l'Église, parce que là aussi, il y a des distinctions qui s'appliquent. Même si en Christ, il n'y a plus ni homme ni femme. Alors, qu'est-ce que veulent dire ces différentes expressions? Lisez le livre pour en savoir plus. Merci à mes deux invités. Merci pour ces 2 semaines avec vous pour discuter de la résistance culturelle et de la masculinité selon Jésus. Ça a été très intéressant. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour les auditeurs de Coram Neo qui veulent revenir pour un prochain épisode qui traitera de les soins spirituels et la fin de vie, mais en particulier la fin de vie dans le contexte de l'aide médicale à mourir.
qui dans la culture canadienne est un fléau de plus en plus, qui fait des ravages. J'imagine que c'est assez similaire du côté de la France. Je reçois Jean-Michel Juste, qui est intervenant en soins spirituels dans un hôpital ici au Québec, qui va nous parler un peu de son travail, mais aussi de comment l'avènement de l'aide médicale à mourir a impacté son travail comme intervenant spirituel. Alors voilà, c'est un rendez-vous la semaine prochaine. Merci d'avoir été des nôtres. Que Dieu vous bénisse. Parce que là, je viens juste de déposer mes enfants. C'est pour ça que j'avais besoin d'une demi-heure de plus. Ouais. Là, ils partent pour l'été, justement, à Rouyn-Noranda. Okay. Ils vont être... mes deux plus vieux s'en vont dans un punis? camp. Ouais, c'est ça. Ils s'en vont dans un camp de réforme. Ah, à la mine, c'est ça? C'est comme ça que vous appelez la Oui, mine? c'est ça. Ils vont aller sous terre pendant 1 mois et demi. Non, c'est le camp Jolibé. J'y ai été T'as vu, il a un petit pot de moonshine là. Il enregistre les Coram Deo, c'est pour ça qu'il est détendu. Ça, Ah non, oui. c'est... Ça, c'est vraiment le truc de moonshine. T'as déjà vu des trucs de. C'est tequila. Ah, c'est ça. Moonshine, c'est quoi ça? C'est moonshine, c'est le whisky des bootleggers. Hein. Ils font de l'eau de vie. C'est une eau de vie qu'ils font dans les bois. Tu sais. Les mecs qui font de l'eau de vie, ils ont un alambic dans une ferme ou un truc comme ça. D'accord. J'aime pas trop les liqueurs fortes, moi. Moi, j'aime la IPA, j'aime les stars, j'aime les bières. Ça marche. Ouais. Ça va aussi. Hein. Je déteste pas le rhum et des choses comme ça, mais c'est pas mon premier choix. Je commence à... C'est la bière, le vin, puis ensuite les liqueurs. Ouais. Je pense que je préfère même le kombucha à la tequila. Hmm. Le kombucha. Ouais, Vous connaissez pas le kombucha? Non. Ah non, bon. Manque à votre culture. Non, il y a des choses chez vous qu'on connaît pas chez nous. Kombucha. C'est ça. T'aimes le fromage, toi? Ouais. Ouais, fromage. Cool. Bon, on t'apportera du fromage alors. Je vous apporterai du sirop d'érable. Bon, allez, tu sais qu'à force, le sirop d'érable, plus on en prenait là-bas, plus on se disait ah ouais c'est bon. Tu vois, et il y a un côté tu t'y fais et enfin j'aimais bien à la base, mais plus t'en prends, plus tu te dis ah ouais. Et quand on est rentré en France, tu te dis ah ouais là du sirop d'érable là-dessus, ça doit être pas mal, tu vois. Après t'es obligé de faire des pancakes et tout. Ouais, c'est ça. Bon, on s'y est mis à cause du sirop d'érable en fait. Ouais, c'est ça. Faut développer le palais pour ça. Exactement. Puis, qui s'occupe de l'église pendant que tu es parti? Le Seigneur. Ah bon, c'est bien. Ça tente de bonne main. Jésus, comme la réponse d'école du dimanche. Non, mais tu sais, nous, on est deux à plein temps. Ah oui. Okay. Pour 5 mois, ça joue. Après, on s'arrange, dire ok, il y a des choses qu'on va faire différemment cette année. Mais le fait que ce soit en janvier, c'est plus facile entre guillemets que septembre. En janvier, l'année est lancée, donc ça va. Donc tu vas être à Washington, Dieu voulant, de janvier à juin 2025. Ouais, c'est ça. C'est le plan, ouais. Cool. Ah ben tu seras pas trop loin pour venir faire notre cours avec Michael Beck au mois de février. S'il te libère une semaine pour venir à Montréal, là. Ils me libèrent même pas 1 heure pour aller ailleurs. Ils me disent, il y a rien de En fait, tu oublies ta vie perso pendant ce stage. T'es là pour. Ah ouais, je vais le faire pour taffer. Je vais lui dire, c'est de la tyrannie. C'est ça. Cool. C'est bien. On a une chambre d'amis. Si tu veux descendre à Washington, on te reçoit avec plaisir, ou on vous reçoit avec plaisir. Vous êtes, c'est Capitol Hill qui s'occupe de votre hébergement ou Ouais, ils sont très généreux et oui, ils ont acheté plusieurs appartes autour de l'église. Ils ont tout le bloc un petit peu. T'as le staff qui vit dans les appartes d'un côté, et puis t'as quelques appartes justement qui sont réservés pour les stagiaires. Donc ouais, ils nous prêtent un logement pendant toute la durée du stage là-bas. Bon, on viendra en avril ou mai quand le beau temps reviendra.
pour Avec aller plaisir. visiter la capitale et puis et vous voir en même temps. C'est magnifique, hein, Washington. Ouais. Moi, j'ai fait que traverser la ville, là, mais jamais Ah eu ouais? le temps d'aller visiter. Ok. Mais est-ce qu'il y aura encore des États-Unis d'ici ce temps-là? Là, c'est mal parti avec le Déjà, il y aura débat. plus de France, alors